Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Vous n'avez pas pu le rater, c'est la news paléontologique de la semaine. Oculus dentavis, ce petit oiseau, tout petit oiseau, qui a été découvert dans l'ambre birman, dans le Crétacé, et qui détient maintenant le record du plus petit oiseau jamais découvert, puisque Oculus dentavis est plus petit, enfin le crâne d'Oculus dentavis que vous voyez ici est plus petit que le plus petit des colibris. Et il a cette caractéristique, c'est d'avoir, vous voyez toutes ces dents là que vous voyez ici, ce qui en fait un oiseau très basal, d'après la publication scientifique, il est à peine plus dérivé que Archaeopteryx, hein, vous voyez que Archaeopteryx il est tout à la base des oiseaux, et là vous avez Oculus dentavis juste après. Donc ce qui en fait finalement aussi le plus petit dinosaure. Hein. Vous savez qu'il y a une petite subtilité, voilà, à appeler les oiseaux des dinosaures, tout ça. Hein. Donc évidemment, Oculus dentavis a été vendu comme étant le plus petit dinosaure, et puis ça tombe bien, comme il est plein de dents, voilà, il correspond bien à l'idée qu'on se fait d'un dinosaure tout petit, quoi. Donc voilà, ils ont un petit peu joué sur cette ambiguïté entre dinosaure et oiseau. Bon, c'est sympa, pour vendre la chose. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Non, il y a beaucoup d'autres problèmes avec Oculus dentavis que la façon dont il a été vendu par la presse. Ouh là là. Ouh là là. Enfin, il y en a au moins deux gros problèmes avec Oculus dentavis. Le premier, c'est que c'est peut-être pas du tout un oiseau, d'ailleurs peut-être même pas du tout un dinosaure, et peut-être même pas du tout un archosaure. Et le deuxième, c'est qu'il a été collecté dans des conditions tout à fait discutables. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de ces deux points-là. On va pas trop discuter de Oculus dentavis lui-même, mais plutôt voilà, de ces controverses qui entourent le spécimen. Alors, vous avez pu vous dire en voyant le truc, ah ouais c'est le plus petit, mais si ça se trouve c'est un bébé. Non, ça fait pas partie de la controverse. C'est pas un bébé tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'os qui sont fusionnés. Vous voyez ici sur ce dessin interprétatif, les frontaux sont fusionnés, les pariétaux sont partiellement fusionnés, les prémaxillaires et les maxillaires sont fusionnés. Donc quand les os crâniens sont fusionnés comme ça, c'est qu'on regarde un adulte, pas un juvénile. Donc c'est pas un bébé. Donc ça fait pas partie de la controverse. L'interprétation d'Oculus dentavis comme étant comme étant un adulte de petite taille, je valide. Et tout le monde valide, il n'y a pas de souci. Non, la vraie controverse, elle est sur l'identification d'Oculus dentavis comme étant un oiseau. Alors pourquoi il y a un problème là-dessus? Déjà, on va retourner voir l'analyse phylogenétique qu'il y a ici, donc cet arbre phylogénétique, pour constater que il n'y a que des oiseaux dans cet arbre phylogénétique. Vous voyez que les espèces les plus dérivées, ce sont les oiseaux modernes, Ichthyornis et Sperornis, et les espèces les moins dérivées, ce sont Archaeopteryx et les droméosaures. Donc des dinosaures théropodes tout à fait théropodes. Et le problème en fait de tout cet article, c'est que justement, il part un peu trop du principe que Oculus dentavis est un oiseau. Et en fait ils n'ont pas envisagé d'autres possibilités, comme notamment la possibilité qu'Oculus dentavis soit un lézard. Et c'est ce qui a été souligné donc par les scientifiques chinois qui ont écrit sur ce site. Voilà, donc ils ont écrit à propos d'Oculus dentavis, mais bon c'est tout en chinois, alors j'ai Google Translate comme un petit cochon. Et j'ai lu cet article. Donc voilà, ça parle d'Oculus dentavis, de la façon dont il a été vendu par la revue Nature, hein, puisque c'est une grosse publication, ce Oculus dentavis. Il a même fait la couverture, vous voyez, de Nature, donc voilà, ça envoie du lourd. Petite reconstitution de l'animal en train de voler, voilà. Et en fait, ce que pointe du doigt cet article, c'est que en fait, les gens qui ont décrit Oculus dentavis sont tellement partis du principe que c'était un oiseau qu'ils n'ont pas envisagé la possibilité que ce soit un lézard. Et ça, c'est très important parce que Oculus dentavis, justement, il a beaucoup de caractéristiques des lézards. Énormément de caractéristiques des lézards. Alors l'article chinois ici commence tout d'abord par dire pourquoi est-ce que c'est un oiseau. Voilà. Donc bon, c'est comme j'ai dit, la traduction est faite à la truelle, mais vous comprenez l'idée. Pourquoi est-ce que Oculus dentavis est un oiseau? Eh bien, Oculus dentavis a été identifié comme un oiseau parce qu'en gros, son crâne
a l'air de celui d'un oiseau. Et c'est littéralement ce qui est écrit dans l'article. Son crâne est grosso modo celui d'un oiseau. C'est-à-dire que l'œil est très gros, la boîte crânienne est relativement courte et bombée. Voilà, donc on part avec un cerveau plutôt volumineux. Hein. Il me semble même qu'il y a une reconstruction du cerveau quelque part, je me rappelle plus. Voilà, il y a une petite reconstruction du cerveau en 3D ici, qui est plutôt globuleux et assez conforme à ce qu'on s'attendrait à voir chez un oiseau. Et Oculudentavis a les narines rétractées. Vous voyez, les narines ne sont pas au bout du museau, mais un peu rétractées vers l'arrière. Et ça aussi, c'est un caractère d'oiseau. Mais ce ne sont pas des caractéristiques uniques aux oiseaux, nous dit cet article, puisqu'on le retrouve chez certains, on les retrouve chez certains reptiles, et notamment les reptiles qu'on appelle avicéphales. Alors reptiles au sens reptiles non aviens, évidemment. Hein. Les squamates, notamment les squamates et les lépidosaures en général. Donc voilà, et on retrouve ces caractéristiques chez d'autres reptiles, et notamment les reptiles avicéphales. Donc si vous connaissez par exemple Drepanosaurus, vous connaissez peut-être Cosésaurus, vous connaissez peut-être Longisquama, qui des fois est placé parmi les avicéphales. Donc voilà, ce sont des reptiles qui ont globalement cette tête-là. Voilà, une petite tête pointue, généralement des dents relativement réduites, quelque chose qui ressemble presque à un bec. Enfin voilà, c'est des... Et du coup ça pose déjà problème. C'est que l'identification que les auteurs de cet article ont fait, donc voici la liste des auteurs, voilà. L'identification que ces auteurs ont fait d'Oculudentavis comme un oiseau, déjà, elle est pas hyper robuste, quoi. C'est juste une ressemblance générale du crâne. Et le deuxième problème, c'est que les auteurs d'Oculudentavis soulignent des caractères qui sont quand même vachement reptiliens pour un oiseau. Il y a notamment la forme des anneaux sclérotiques. Vous voyez ici, l'anneau sclérotique est préservé, et les plaques de l'anneau sclérotique, elles ont cette forme de cuillère. Cuillère, très bien. Donc on voit très bien cette forme de cuillère, effectivement. Et ça, c'est pas du tout commun aux oiseaux. Par contre, ça se rencontre très souvent chez les reptiles. Il y a aussi, et alors ça, c'est très bien montré par l'article, la morphologie des dents. L'article montre la morphologie des dents. Alors ces dents, c'est pas tellement la morphologie des dents que leur position sur la mâchoire. En fait, les dents, au lieu d'être dans la conformation dinosaure, c'est-à-dire avec une belle racine, en fait, les dents d'Oculudentavis, elles sont juste posées sur la mâchoire, de cette façon. Donc ça s'appelle la condition tecodonte, ça s'appelle la condition acrodonte, quand la dent est juste posée. Et Oculudentavis a cette condition, la condition acrodonte. Eux, dans cet article, du moins c'est ce que disent les auteurs de l'article d'Oculudentavis, et eux, dans cet article-là, l'article chinois, ils disent que la condition est même pleurodonte. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle est posée, la dent est posée, mais sur le côté de la mâchoire, sur le côté interne évidemment de la mâchoire, sinon il perdrait ses dents. Mais voilà, elle est juste posée sur le côté de la mâchoire. Et ces deux conditions-là, que ce soit acrodonte ou pleurodonte, on ne les rencontre jamais chez les dinosaures, ni chez les oiseaux, mais uniquement chez les reptiles lépidosaures. Donc les lézards, quoi. Et ça, c'est emmerdant. Ça, c'est emmerdant parce que c'est quand même un caractère très robuste, hein, cette condition de la façon dont sont organisées les dents sur la mâchoire. C'est un caractère qui est très très robuste et qui supporte très bien une identification qui supporte très bien la différenciation entre les archosaures en général et les lépidosaures de l'autre côté, donc les trucs qui ressemblent à des lézards. Donc là, on a quand même un caractère solide qui placerait Oculudentavis du côté lézard de la force et pas tellement du côté archosaure de la force. Un autre truc qui repousse Oculudentavis loin du côté archosaure de la force, c'est l'apparente absence de fosse entorbitaire. Absence de fosse entorbitaire qui est reconnue donc par les auteurs de l'article original. Voilà. Entorbital fenestra reduced or absent. Vous voyez ici. Donc enfin, je veux dire, une absence de fosse antéorbitaire, alors que tous les oiseaux et tous les dinosaures ont une fosse antéorbitaire, c'est pareil, au moins relictuel chez les oiseaux, c'est embêtant.
Vous voyez, là, on ne voit rien. Là, voici la narine, voici l'œil. Et en gros, il faudrait admettre que ça, ce petit truc-là, ce serait ce petit... je sais pas comment on pourrait dire, cette petite indentation, ce serait tout ce qui resterait de la fausse antenne orbitaire. C'est un peu dur à digérer. Donc voilà, cet article en chinois là, est très mal traduit. Il propose des caractères, vous voyez ici le caractère de l'anneau sclérotique. Il propose des caractères de Oculudentavis qui le placent assez clairement du côté lézard de la force. Donc l'anneau sclérotique, la position des dents sur la mâchoire, l'absence de fausse antenne orbitaire, et il parle même du nombre de dents à un moment. Donc Oculudentavis, il est très particulier par son nombre de dents. Il a énormément de dents, à tel point que ces dents, on en retrouve même jusqu'en dessous de l'œil. Vous voyez, ça c'est l'œil, et il a des dents jusqu'en dessous de l'œil, ce qu'on ne voit absolument jamais chez les théropodes ou les oiseaux. Vous voyez là par exemple, ça c'est Hesperornis, c'est l'oiseau qui a le plus de dents, et vous voyez que même s'il a beaucoup de dents, elles ne vont pas jusqu'en dessous de l'œil. Donc ça c'est pas du tout un caractère qu'on rencontre chez les théropodes en général, et chez les oiseaux en particulier, mais par contre c'est très commun, une fois de plus, chez les lézards. Donc le truc maintenant c'est que, alors là du moins où cet article-ci va, et où, bon, je vais me contenter de le mentionner parce que c'est dans l'article, mais après c'est quand même faire un procès d'intention. Voilà, ce qui compte le plus chez Oculudentavis, et la raison pour laquelle il a été publié dans Nature, c'est parce qu'il s'agirait du plus petit dinosaure. Or, si Oculudentavis n'est qu'un lézard, vous pouvez voir que la petite taille n'a absolument rien d'exceptionnel. Et cet article va jusqu'à dire qu'il pourrait même s'agir, en fait, ils auraient même volontairement passé à la trappe une identification en tant que lézard, juste pour pouvoir atteindre une publication dans Nature. Alors, comme je le dis, c'est un procès d'intention, voilà. C'est sûr que si ça avait été un lézard de petite taille, ça aurait été une publication moins prestigieuse tout de suite. Hein. Voilà. Et puis, il souligne aussi l'absence de plumes. Bon, encore que des plumes sur la tête, ça se préserve pas toujours aussi bien. L'absence de plumes ne signifie pas qu'il n'y avait pas de plumes quand l'animal était vivant. Je veux dire, c'est qu'un crâne, hein. Par contre, eux, ils voient des écailles. Écailles qui ne sont pas mentionnées dans la publication originale. Donc ça, voilà, à prendre avec des pincettes. L'absence de plumes ne signifie pas preuve d'absence. Hein. Et ce qu'ils interprètent comme étant des écailles, ça veut pas forcément dire que c'est réellement des écailles, quoi. Donc, mais voilà, il y a quand même un gros doute sur l'identification d'Oculudentavis, et je pense que le caractère le plus convaincant, enfin les deux caractères les plus convaincants, ce sont quand même la forme des plaques de l'anneau sclérotique et l'implantation dentaire acrodonte. Ça, c'est quand même des caractères qui sont des signatures vraiment de l'appartenance soit à la branche archosaure, soit à la branche lépidosaure, et là on est quand même plus sur du lépidosaure. Donc il est fort probable que dans un avenir très proche, Oculudentavis devienne un lézard, et ne soit donc plus le plus petit dinosaure, ou même le plus petit oiseau jamais découvert, mais ne soit jamais qu'un nouveau petit lézard parmi plein de petits lézards. Voilà. Et maintenant, le deuxième problème avec Oculudentavis, c'est d'où il vient. Bah oui, d'où il vient Oculudentavis? Eh bien, il n'a pas été découvert par les chercheurs chinois, mais il a été acheté sur le marché noir. Et l'ambre birman, il est connu comme ayant une origine ugly, comme le signale Mark Whitton. Donc Mark Whitton, qui est un grand spécialiste des ptérosaures et qui tient un blog, dont voici l'adresse. Et Mark Whitton, il a écrit tout un article pour expliquer que quand même, l'origine de l'ambre birman, elle n'est pas propre du tout. Elle n'est pas propre du tout, et je vais me contenter de traduire ce paragraphe qui, à mon avis, résume tout très bien. Et il cite ses sources, hein. Vous voyez qu'il y a des sources ici qui sont citées, et je vous ai ouvert celle-là. Bon, je vous la rouvre comme ça en direct. Je suis comme ça, moi, je fais de l'impro. Donc voilà, il y a notamment celle-ci qui a été publiée dans Science. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Voilà. Donc, et en fait, il vous résume toutes ces sources dans ce paragraphe. Et ce paragraphe vous dit, mais quel est finalement le problème
avec l'ambre birman. Il vous invite à aller lire les autres articles, mais en gros, voici le résumé, le summary. L'ambre birman ou l'ambre de Myanmar, enfin les mines d'ambre du Myanmar sont une série de dangereux et étroits tunnels creusés par des milliers de gens à la dure, donc sous des conditions difficiles. On hésite même à employer le mot esclave. Vous voyez, esclave entre guillemets. Mais il se trouve que la comparaison a effectivement été faite dans certains de ces rapports. Il ne dit pas lequel, mais voilà, il dit on hésite même à employer le mot esclave, comme ça a été fait dans un de ces rapports. L'horizon le plus riche en ambre se trouve 100 mètres sous la surface, et les tunnels pour les atteindre sont longs et dangereux. Le minage de ces galeries est fait par des adolescents. Donc vous voyez, on emploie des enfants dans ces mines, et pour les mêmes raisons qu'on employait des enfants dans les mines au XVIIIe siècle en Europe, parce que les plus jeunes ont tendance à être plus maigres, et donc se glissent mieux dans les petites cavités. Voilà, les mines sont si étroites que seuls les gens maigres peuvent y pénétrer. Des centaines de mineurs sont blessés ou tués chaque mois dans des effondrements de tunnels et des inondations. Et évidemment, il n'y a pas de compensation financière ou de soins appropriés pour ces blessures. Et il y a souvent des morts dans la famille des travailleurs. Comme si cela n'était pas assez dangereux, les mines sont situées dans une zone de conflit entre les Kachin séparatistes et l'armée birmane. Donc la région est complètement entourée de mines antipersonnelles. La plupart des conflits dans cette région, qui ont duré depuis des générations, proviennent de factions politiques rivales qui se battent pour acquérir l'ambre et les autres ressources naturelles. Donc l'ambre est l'un des enjeux de cette guerre civile. Donc là, le truc se trouve en plein milieu d'une zone de guerre civile, et l'ambre en est un des enjeux. Donc il y a fort à parier qu'en fait le trafic de l'ambre sert à financer justement cette guerre. Des milliers de people sont morts dans les combats depuis que les hostilités ont repris en 2011, et le conflit est associé avec des déplacements de civils, des génocides, des enfants soldats, des viols systématiques et de la torture. Youpi. L'ambre birman provient d'une région à la terrifiante et poignante violence. Et dans le paragraphe suivant, donc il nous parle du trafic de l'ambre birman. Donc voilà, 10 tonnes d'ambre collectées, $1 million d'ambre qui a été envoyé en Chine. Enfin bref, il parle du trafic de cet ambre et comment les chercheurs chinois du coup l'achètent sur le marché noir. Et le paragraphe encore suivant dit que la communauté paléontologique, certains membres de la communauté paléontologique tentent justement de boycotter ce genre d'articles, donc les articles qui décrivent l'ambre birman, comme celui-là, des fossiles de l'ambre birman, parce que justement, en tant que dernier maillon de la chaîne d'un marché noir de fossiles, en fait, eh bien les paléontologues chinois, en fait, financent indirectement la guerre civile birmane. Donc, voilà, comme je disais, c'est sale. C'est très sale. Ils financent la guerre civile birmane et ils financent des mines qui emploient des enfants. Donc vous voyez, là on a par exemple une photo ici. Là, ça vient de l'article de Science que j'ai ouvert tout à l'heure. Donc vous voyez là les mines exploitées par les adolescents envoyés là-dessous. Vous voyez, il n'y a même pas de corde, quoi. Il descend comme ça. Donc voilà, c'est sale. L'ambre birman, il a une origine assez sale, et c'est comme beaucoup des fossiles d'ailleurs qui sont achetés par des collectionneurs. Je veux dire, acheter un fossile
acheter un fossile, c'est valider indirectement la façon dont il a été extrait. Donc c'est pour ça que c'est très important, si vous êtes collectionneur, de connaître exactement l'origine de vos fossiles. C'est pas illégal de vendre de l'ambre birman, parce que l'ambre est considéré comme une gemme et pas comme un fossile. Donc, et les gemmes peuvent être vendues alors que les fossiles ne le peuvent pas. Mais voilà, ça n'en reste pas moins immoral, et c'est d'autant plus immoral que derrière, il y a toutes ces histoires de trafic et d'exploitation d'êtres humains et de guerre civile, etc., etc. Donc voilà. C'était le point sur Oculus Dentavis, le point bonheur, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une belle découverte? Bah, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On verra bien s'il s'agit réellement d'un dinosaure dans le futur. Et est-ce qu'il s'agit d'une découverte morale? Bah là, je vous laisse décider. Après tout, j'ai pas à discuter de ce que vous êtes censé trouver moral ou pas. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Entractoscience. Ciao!